encore montré. Donc on se situe dans le camp Yukol. Les Yukol, c'est une tribu qu'on rencontre déjà dans Siberia 2. Et donc Kate, après les débuts de son périple, se retrouve dans le camp de ces nomades qui sont situés aux abords d'une grande ville. Et elle va essayer de les aider. Donc pour ça, elle doit obtenir un laissez-passer qui la permettra d'aller dans la ville. Et c'est un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ok. Est-ce que je vais évacuer une question vraiment très très simple pour commencer. C'est les personnes, à partir du moment où ils font un troisième épisode de suite, ils se posent forcément la question, est-ce que je peux jouer à Siberia 3 si je ne connais rien de Kate Walker et des précédentes aventures qu'elle a vécues? Est-ce que vous avez essayé de travailler pour faire en sorte d'harmoniser en fait les trois et pour plaire aux nouveaux et enfin pour du moins pas perdre les nouveaux justement et pour plaire aux Je vétérans? dirais oui d'un point de vue à la fois marketing et entre guillemets littéraire, si vous voulez. Je me suis arrangé évidemment pour isoler les 2 premiers épisodes. On retrouve Kate Walker mourante quelque part au nord de la Sibérie. Et puis voilà, et une nouvelle aventure commence. Mais il y a une véritable coupure par rapport aux 2 épisodes précédents. Simplement, voilà, on retrouve une jeune fille qui a un passé et qui évolue petit à petit. J'ai envie de la faire évoluer. En fait, tout vous avouer, j'ai envie de la noircir un peu. Commence un tout petit peu avec le 3, mais je voudrais que s'il y a un 4, un 5, je voudrais en faire une femme un peu moins lisse que ce qu'elle est, parce que j'adore ça. Donc, elle sera un peu moins lisse dans l'avenir, tant d'un point de vue juridique que dans sa vie sexuelle et amoureuse, que dans tous les domaines. C'est mon but des 10 prochaines années. D'accord, super. C'est un bel objectif, c'est cool. C'est un très bel objectif. Dans le deuxième, on pouvait trouver un résumé de l'histoire du premier. Est-ce qu'on va avoir du coup, pour rebondir un peu sur ta question, un résumé intégré dans le jeu ou à part ou non du tout, comme on la retrouve et que c'est séparé, vous n'en avez pas trouvé l'utilité? Oui, non, je trouve que ce serait bien de le faire. Ouais. Ne fût-ce que pour rappeler brièvement qui elle est. C'est une jeune avocate new-yorkaise qui a quitté à la fois toute sa famille, tous ses repères, son pays, etc. Et qui est comme souvent les gens qui quittent tout. Elle commence à tourner et à ne peut plus s'arrêter. Si vous voulez. Comme quelqu'un qui est sur orbite, qui a quitté une attraction et qui du coup va où le vent la pousse. Et si je peux me permettre d'ajouter, on va annoncer prochainement des petites surprises qui permettront aux gens de découvrir l'histoire du 1 et du 2 et du coup de pouvoir profiter pleinement du 3. On vous en dira un peu plus tard. Même moi je suis pas au courant. Ah, si. Bah, ça tombe très bien parce que le chat se demandait si le 1 et le 2 allaient ressortir sur PlayStation 4 ou d'autres consoles. Alors pour le moment, c'est pas forcément en projet, mais on pensait plus à d'autres supports de narration. Oui. Voilà. L'univers étendu, ouais. Moi, je voulais te poser une petite question, Benoît, puisque Spider précisait tout à l'heure effectivement que Siberia 3, on l'attend depuis quand même pas mal de temps. Et effectivement, puisqu'en 2012 déjà, on parlait d'une sortie, si je ne m'abuse, en fait, en 2012, et je voulais tout simplement te demander en fait, ce qui s'était passé durant ce laps de temps, et pourquoi effectivement, en fait, à la base, en fait, Siberia 3 n'était pas sorti à ce moment-là. Il y a tous les aléas de la vie en général. En 2012, ça me paraissait un peu tôt. On a commencé la production à peu près en 2011-2012, je ne me rappelle plus exactement, mais voilà. Avant, je paye un peu le prix de ma liberté, si vous voulez. Je reste un auteur qui raconte des histoires, et donc je ne fais pas partie d'une grosse boîte qui aurait le moyen de Développer les titres, de développer les choses de manière harmonieuse. Donc, c'est le prix de la liberté, c'est de faire un jeu, d'avoir du mal à en faire un deuxième, de partir vers d'autres aventures comme c'était le cas avec Whitebird, de revenir vers Microïd qui renaît de ses cendres, de refaire de la BD avec un éditeur qui est lui-même transfiguré, racheté, etc. En fait, j'ai jamais connu quelque chose de très linéaire dans ma carrière.
mais c'est le propre et les règles du genre qu'il faut accepter. Benoît, Oui. faut rapprocher un peu Excusez-moi. le micro. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est le propre du genre. Et j'en veux pas d'autres. Je veux pouvoir dire le matin, aujourd'hui je ne travaille pas, ou aujourd'hui je fais autre chose, n'importe quoi. Je veux pas être salarié d'une grosse boîte de jeux vidéo. Ça m'intéresse pas. Donc là, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que l'on fait en fait du coup dans ce Siberia 3 qui, on le remarque, a bien changé en fait en termes techniques. On va dire maintenant on est sur des décors en 3D qui est plus 3D précalculés. Est-ce que ça a été il y a eu un gros challenge technique pour vous du coup de restituer l'atmosphère de Siberia avec du coup cette nouvelle approche visuelle? Oui. Oui, parce que j'avais aucune confiance dans ces techniques-là, pour la bonne raison que sur Siberia 1 et 2, je pouvais retoucher toutes les images et même sur les jeux d'après, comme Paradise et l'Illinois, j'ai vraiment retouché dans Photoshop toutes les images, toutes les petites pétouilles, etc. Et donc j'avais l'impression de dominer entièrement, en tout cas, l'univers graphique. Là, c'est plus le cas et j'ai dû essayer de comprendre entre les lignes comment ça marchait, de trouver les bonnes personnes, et c'est pas toujours évident dans une équipe, mais de trouver la bonne équipe. Ça répond un peu à votre question aussi du retard qu'on a pris parfois, c'est de trouver les bonnes personnes au bon moment, dans la bonne discipline, et qui font qu'on puisse s'entendre. La manière dont on doit créer une image comme on voit à l'écran pour le moment, bon, ben, évidemment, ça répond à d'autres règles. Il suffit de les apprendre, de les comprendre en tout cas. Mais je ne suis plus aussi Deus ex machina que dans les précédents jeux. Est-ce que ça revient à dire que ça n'a pas forcément été facile pour toi d'accepter de déléguer pas mal de ton travail ou de ta vision, ou du moins à d'autres personnes qui, elles, se chargeaient de l'aspect vraiment technique? Ben, c'est jamais facile pour moi de déléguer, ça c'est clair. Surtout avec des gens qui sont maintenant beaucoup plus jeunes que moi. J'ai aucune confiance dans la jeunesse de notre pays, donc je me méfie. Non, mais même c'est une boutade, mais c'est quand même assez difficile de retrouver des gens qui ne sont plus du tout de la même génération. Et je m'en sers. Je me sers de Sophie comme d'un cobaye, en fait, par exemple. J'ai l'habitude. Je me dis, voilà, c'est une jeune fille de 25 ans, elle a d'autres centres d'intérêt, le monde fonctionne différemment. Et ma question, c'est de dire quand est-ce que j'ai raison et quand est-ce que je suis un vieux con. Et bon, ben, la réponse n'est jamais évidente, mais voilà, je fonctionne comme ça. J'essaye de trouver des énergies en travaillant comme ça avec une gamme maintenant de gens qui ont des centres d'intérêt, des générations, de tout ça très différent. Est-ce qu'on le voit sur le travail graphique, on est entre les paysages classiques et un travail sur les textures qui ressemble presque à de la BD? Ça a été une recherche volontaire? Non, je crois que si ça l'est, c'est instinctif. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, je fais partie en plus dans la BD de l'école qu'on appelle franco-belge, qui est une école assez méticuleuse. Ouais. Pas très rapide dans son dessin, mais extrêmement soucieuse des détails, de la mise en page, des arrière-fonds, de la précision du trait, de ce qu'on appelait la ligne claire, en tout cas en Belgique. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il y a une petite influence. Mais j'essaye d'avoir le maximum de soins possible à chaque objet que je fais, en tenant compte justement, là je vois des polygones par exemple qui ne devraient pas exister, mais je les verrai toute ma vie ces polygones, mais bon, c'est la vie, c'est mes gènes à mon avis qui font que ça se ressent dans les images. Pour l'histoire, les automates auront toujours une place aussi importante? Oui, tout à fait.
la source d'inspiration reste les pays de l'Est, parce que pour moi c'est une source d'inspiration inépuisable, tellement ils ont fait de conneries. Du point du temps du communiste, après aussi, mais bon, du temps du communisme, ils en ont fait quand même pas mal. Et donc, c'est pas spoiler le jeu que de dire que je suis par exemple fasciné par Tchernobyl. Non pas par la centrale, mais par cette espèce de ville modèle qu'ils ont créée autour, qui est retournée à l'état sauvage, qui est devenue la réserve naturelle la plus grande d'Europe et la plus fascinante, parce qu'il y a une espèce de nature qui envahit le paysage, les maisons, les espèces de fêtes foraines, le stade olympique, tout ça. Donc, et des animaux radioactifs, mais qui vivent très bien avec leur radioactivité là-dedans. Donc je trouve ça fascinant. Comme dans les précédents Sibériens, je trouvais fascinant la mer d'Aral. Vider une mer, il faut quand même le faire. Il n'y a que les Russes qui peuvent inventer des choses comme ça. Et même de manière plus poétique, je regardais beaucoup. En fait, le départ de l'inspiration de Siberia, c'est des reportages sur Arte, où je voyais, ils montraient un paysage minier noirci par les déchets de charbon, mais c'était le printemps et il y avait juste les fleurs des pommiers qui avaient éclos et qui étaient blanches. Donc c'était un paysage noir et blanc, uniquement le blanc des feuilles, des fleurs des arbres fruitiers et le noir des maisons, des champs, de tout. Et je trouvais ça fascinant comme... c'est un autre monde. Pour moi, c'est le monde le plus exotique. C'est pas l'Amazonie, c'est pas des planètes lointaines, c'est ce monde-là. Et du coup, est-ce qu'on va... Je te laisse te poser une question, j'enchaîne avec le chat et mes propres questions. Mais est-ce qu'on va rester dans les pays de l'Est, du coup, pour cet épisode? Pour cet épisode, oui, certainement. Ouais. Pour le prochain, que je suis en train d'imaginer, hein, ça glissera un petit peu, parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent. Des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles, parce que j'ai un passé familial qui est justement du côté Est et bon, il y a des choses qui m'intéressent de raconter. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut dire du jeu vidéo. Moi, vous voyez, mon inspiration, c'est que j'ai envie de raconter une histoire. Après, en l'occurrence, c'est en jeu vidéo. Comme c'était en bande dessinée avant, moi je n'ai pas l'impression de changer de métier. Hein. Je fais le même métier, simplement les outils sont différents. J'allais justement en fait, te poser la question, en fait, comment tu vois l'évolution du jeu vidéo, enfin, les possibilités qu'elle offre aujourd'hui, et particulièrement en fait, la réalité virtuelle, parce que je pensais à ça, puisqu'il y a quelques années, je crois que tu avais pour ambition tu avais eu l'idée tout du moins, de développer un simulateur d'oiseaux. Oui. Et du coup, quand je vois, par exemple, il y a quelques temps, il y a Ubisoft qui a sorti un jeu donc, qui s'appelle Eagle Flight, donc c'est très très arcade. Et je voulais savoir principalement en fait, ce que tu pensais justement des possibilités de la réalité virtuelle aujourd'hui. Moi, le casque, ce que vous appelez le VR, pour moi c'est la plus grosse révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution. Au même titre, de la même famille que le Walkman a été une révolution dans les années 80, il a changé à la fois notre manière d'écouter de la musique, mais aussi il a changé l'industrie musicale sournoisement, mais à terme il l'a changé. Je pense que le casque va non seulement augmenter les possibilités du jeu vidéo, mais va changer notre vie de tous les jours dans plein de domaines différents. Que ce soit le domaine médical, le domaine administratif, j'imagine même bien des prisons par exemple. C'est un scénario que mon éditeur devrait accepter. C'est par exemple, on mettrait tous les prisonniers sous casque à demeure comme ça, et devraient vivre dans un monde virtuel à conquérir, comme on envoyait les bagnards en Amérique, on enverrait les prisonniers de droit commun dans un monde virtuel via le casque. Et j'imagine aussi très bien qu'il y ait des gens qui se mettent sous casque à terme, comme ça, en prenant des substances
et qui restent perchés comme ça, en tout cas en dessous de leur casque. Enfin, j'imagine des tas de choses, plus ce que je ne parviens pas à imaginer, mais je suis presque certain en tout cas que ça va être une révolution plus ou moins sournoise dans notre vie de tous les jours. Et du coup, ça t'intéresserait, toi, si on t'en donnait les moyens de développer un jeu fait dans la réalité virtuelle? Ah, tout à fait. Moi, je suis partisan. Ça me fout un peu la gerbe pour le moment, je le reconnais. Mais là, c'est qu'une question de médicaments. Et puis de réglage, je crois, surtout. Mais je suis vraiment enthousiaste vis-à-vis de ça. Alors, vous parlez de d'autres Siberia, mais on peut se demander aussi, parce que vous avez parlé d'autres projets déjà dans les dernières années. Je prendrais Aquarica par exemple, qui a eu beaucoup de développements différents, des annonces différentes. Est-ce que vous allez aussi travailler sur d'autres projets que Siberia? Alors, Aquarica, c'est un projet qui, pour le moment, a deux destins. Le premier, c'est que je le fais en bande dessinée parallèlement à Siberia 3. J'ai décidé de le faire. C'est un projet que je partage avec François Schuiten, qui est un autre auteur de bande dessinée de grande renommée. Et parallèlement à ça, on a confié Aquarica à un jeune réalisateur canadien, Martin Villeneuve, le frère de l'autre. Oui, et donc voilà, on en est là sur Aquarica. Mais j'ai un peu l'habitude d'avoir des projets comme ça, qui traînent et qui tout d'un coup renaissent de leurs cendres comme ça. Donc je n'abandonne pas la BD, et voilà. Je vais poser une question à Sophie. Comment on travaille avec un artiste qui a une vision très sûre de ce qu'il veut? Fais attention à ce que tu dis. Au contraire, c'est plutôt rassurant déjà, parce que Benoît sait où il veut aller, on le suit et on se pose pas trop de questions parce qu'il maîtrise complètement son univers, il maîtrise exactement les techniques qu'il veut qu'on emploie pour retranscrire le plus fidèlement en fait ce qu'il a en tête. Donc comme Benoît est à la fois auteur et directeur artistique, ça comprend ce qu'il a en tête vis-à-vis du scénario, mais aussi du rendu graphique en fait du jeu qui a beaucoup changé effectivement après tout ce temps, après 12 et 14 ans de sortie de Siberia et Siberia 2. Donc non, c'est plutôt agréable de travailler avec lui et on découvre des choses ensemble en permanence. En fait, effectivement, les nouvelles technologies, toutes ces choses qu'on essaye d'apporter à Siberia et qui feront, on espère, redécouvrir le titre aux fans de la première heure et aux nouveaux joueurs sous un angle un peu nouveau. Et du coup, d'un point de vue purement Microids, est-ce qu'il va y avoir d'autres licences classiques qui vont revenir sur le devant de la scène dans les prochaines années? Alors, il y a des projets, pour le moment on ne peut pas forcément en parler, mais on essaiera de vous en dire plus très bientôt. D'accord, ok. Vous avez encore une question les gars? Moi en parlant de projet, effectivement il y avait aussi le projet de BD, de faire une BD en fait, de Siberia, dans l'univers de Siberia. Je voulais savoir où ça en était, s'il y avait Eh ben, c'est en cours. Donc c'est mon fils qui travaille également avec moi sur le scénario de Siberia, qui a aussi une autre vision des choses. On crée le scénario à deux en se relançant la balle, etc. Lui est beaucoup plus voyageur que moi. Il revient du Kazakhstan, là où il a pris des photos, etc. Il est très branché Europe de l'Est aussi. Je suis très content. Il m'a ramené des boulons de vieux bateaux de la mer d'Aral. Donc voilà, c'est une autre manière d'entrer dans Siberia. Et donc il s'occupe en tant que scénariste de la bande dessinée de Siberia, avec un jeune dessinateur qui s'appelle Johan Bley et qui est très, très talentueux. Et donc, mais c'est leur aventure, c'est leur histoire. Moi, je dois dire que j'ai un peu de mal à raconter une histoire sur laquelle j'ai quand même beaucoup donné. Donc, je préfère que ce soit cette formule-là, que ce soit par exemple mon fils qui le fasse. Il y a quand même un droit de regard, on va dire, sur l'ensemble. Oui, mais comme on parlait tantôt de mes rapports avec Sophie, c'est la même chose. C'est pas facile de travailler comme ça avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes codes que moi en fait. C'est à la fois intéressant et pas évident. Et en général, bon, les gens ouverts et intelligents, ils comprennent, mais sinon,
c'est pas évident. Moi, je suis né avec Tintin, je suis pas né avec Dorothée ou avec Dieu sait quoi, ou avec le jeu vidéo. Je suis pas né avec le jeu vidéo, je suis même pas né avec l'ordinateur. Et alors, ça fait des choses différentes. Malheureusement, on doit finir. Merci Benoît